3 jours avant le mariage, ses riches parents m'ont mis un contrat prénuptial sous le nez, avec un sourire suffisant comme s'ils avaient déjà gagné. Ils ne savaient pas que j'avais 9 millions de dollars, mon propre avocat, et un plan qui effacerait complètement ces sourires narquois de leur visage. Je m'appelle Sophia Williams, et à 28 ans, j'étais à 3 jours d'épouser l'amour de ma vie, Ethan Blackwood. Tout était parfait jusqu'à ce que ses parents fortunés me prennent en embuscade avec un contrat prénuptial et un ultimatum, signez-le, ou le mariage est annulé. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que derrière ma modeste façade se cachaient 9 millions de dollars, une entreprise technologique prospère, et la détermination de tenir bon. Leur visage suffisant était sur le point de rencontrer la seule chose qu'ils respectaient, l'argent. Faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous aimez les histoires d'outsiders qui renversent la situation, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour me rejoindre dans cette aventure où j'ai effacé ces sourires narquois de leur visage. J'ai grandi dans un quartier de la classe moyenne à Chicago, où mes parents enseignaient au lycée et m'ont inculqué les valeurs de l'éducation et du travail acharné. Nous étions à l'aise, mais jamais riches. Chaque centime de mes frais de scolarité universitaire provenait de bourses d'études que j'avais obtenues grâce à d'innombrables nuits blanches et des notes parfaites. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en informatique de l'université Northwestern et j'ai immédiatement plongé dans le monde de la technologie avec une soif de réussir selon mes propres termes. Mon grand-père avait été mon plus grand supporter. Quand il est décédé pendant ma dernière année d'études, il m'a laissé un héritage surprenant. Son style de vie modeste avait dissimulé des investissements judicieux sur des décennies, résultant en un patrimoine de 7 millions de dollars qui m'est revenu. J'en ai investi la majeure partie et utilisé une petite portion pour financer ma start-up technologique axée sur les logiciels éducatifs. À 26 ans, la valorisation de mon entreprise a ajouté 2 millions de dollars supplémentaires à ma valeur nette. Mais personne ne l'aurait deviné en me regardant. Je vivais dans un appartement agréable mais sans prétention, je conduisais une voiture pratique, et je m'habillais bien, mais pas de façon extravagante. Je voulais réussir ou échouer par mes propres mérites, pas à cause de ce qu'il y avait sur mon compte en banque. Ma fortune était mon affaire privée, connue seulement de mes parents, de ma meilleure amie Jenna, et de mes conseillers financiers. J'ai rencontré Ethan lors d'un gala de charité au profit de programmes éducatifs pour enfants défavorisés. Mon entreprise avait fait don de logiciels, et j'étais là pour représenter notre contribution. Ethan était là parce que les Blackwood faisaient toujours acte de présence aux événements sociaux importants. Il s'est immédiatement démarqué, non seulement par sa grande taille et ses yeux bruns chaleureux, mais aussi parce que, contrairement aux autres héritiers présents, il était véritablement engagé dans la cause. Notre conversation ce soir-là a coulé sans effort, de l'inégalité en matière d'éducation à nos sentiers de randonnée préférés, en passant par notre amour commun pour la cuisine thaïlandaise épicée. Quand il m'a demandé mon numéro, je le lui ai donné sans hésitation, bien que je sache qui était sa famille. Les Blackwood étaient une vieille fortune de Chicago, avec une lignée remontant au premier baron du bois. Leur cabinet d'avocats, Blackwood et Associés, représentait la moitié des acteurs majeurs du monde des affaires dans le Midwest. Notre premier rendez-vous fut un pique-nique au Millennium Park, où Ethan avait apporté des sandwichs faits maison et admis qu'il avait cherché mon entreprise en ligne et était impressionné par mon travail. C'était tout Ethan, méticuleux, mais authentique. Nous sommes devenus inséparables après cela. Des randonnées le week-end, des désastres culinaires dans ma cuisine, des débats intellectuels qui duraient parfois jusqu'à l'aube, et une connexion physique profonde qui faisait disparaître tout le reste. Il n'a jamais étalé sa richesse, et je n'ai jamais révélé la mienne. Cela semblait sans importance face à ce que nous construisions ensemble. Il aimait que je sois passionné par mon travail et indépendante. J'aimais que, malgré son éducation privilégiée, il ait développé un sens de la justice et de l'équité qui guidait sa pratique juridique. Quand il m'a emmené rencontrer ses parents après 6 mois, j'ai eu le premier aperçu des problèmes. Le domaine des Blackwood était une vaste propriété dans le quartier le plus exclusif de Lake Forest, avec des jardins entretenus à la perfection et une maison qui pourrait confortablement loger 8 familles. Richard et Victoria Blackwood étaient polis mais froids et calculateurs. Victoria, en particulier, avait une façon de poser des questions qui semblaient innocentes mais qui étaient clairement conçues pour établir mon pédigré, ou son absence. Northwestern est une excellente école, a-t-elle dit pendant le dîner. Avez-vous trouvé le programme de bourse d'études complet? Et vos parents sont tous 2 enseignants. C'est très louable. Une profession si nécessaire, bien que j'imagine que les contraintes financières aient dû être un défi. Ethan n'a pas remarqué ou a choisi d'ignorer ces pics subtils.
Il était le plus jeune de 3 enfants et clairement habitué à gérer sa mère avec une aisance bien rodée. Son père était plus direct mais tout aussi dédaigneux, parlant principalement à Ethan de personnes et d'événements dont je ne savais rien, m'excluant de fait de la conversation. Pourtant, j'étais amoureuse, et ce n'était que des irritations mineures comparées à la joie qu'Ethan apportait dans ma vie. Quand il m'a demandé en mariage lors de notre 2e anniversaire, sur une croisière au coucher du soleil sur le lac Michigan, j'ai dit oui sans hésitation. La bague était celle de sa grand-mère, une émeraude de bon goût qui allait parfaitement à ma main. La planification du mariage a commencé comme un rêve mais a lentement révélé plus de fissures dans les fondations. Victoria avait des opinions sur tout, du lieu de réception aux fleurs. Et bien qu'elle n'ait jamais explicitement mentionné l'argent, il y avait toujours la supposition tacite que les Blackwood s'occuperaient de tout parce que, de toute évidence, je ne pouvais pas me permettre le mariage qui convenait à leur fils. Plutôt que de corriger cette perception erronée, je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. J'avais mes raisons de garder ma situation financière privée, et ma fierté m'empêchait de paraître en compétition avec eux sur le plan monétaire. Ethan a essayé de jouer les médiateurs, se montrant parfois ferme sur les choses qui comptaient pour moi, suggérant parfois gentiment que je fasse des compromis. Je l'ai fait, le plus souvent, parce que la plupart des détails semblaient insignifiants par rapport au fait que j'allais épouser l'homme que j'aimais. Quand Victoria a insisté pour ajouter 50 de leurs amis de famille à la liste des invités, j'ai accepté. Quand elle a qualifié mon choix de gâteau de mariage de « pittoresque » et a choisi une monstruosité à cet étage d'une pâtisserie exclusive, j'ai laissé passer. La seule chose sur laquelle j'ai insisté était ma robe, un modèle épuré et moderne qui me faisait me sentir belle et confiante. Même alors, Victoria a réussi à insinuer que je l'avais choisie parce qu'elle était économique, plutôt que parce qu'elle me convenait parfaitement. À l'approche du mariage, je me sentais de plus en plus comme une visiteuse dans mes propres fiançailles, mais je me consolais en sachant qu'une fois mariés, Ethan et moi construirions notre propre vie, à l'écart de l'influence quotidienne de sa famille. Il avait déjà accepté que nous vivions dans l'appartement que nous avions choisi ensemble en centre-ville, près de nos lieux de travail respectifs, plutôt que dans le quartier familial des Blackwood, comme sa mère l'avait suggéré. 3 jours avant le mariage, tout se mettait enfin en place. Le lieu était préparé, les fleurs arrangées, le traiteur finalisé. Je venais de confirmer les derniers détails avec le photographe quand j'ai reçu un appel de Victoria m'invitant à prendre le thé cet après-midi-là. Ethan serait en réunion toute la journée, a-t-elle expliqué, et elle pensait que ce serait bien que nous passions un moment en tête-à-tête avant le début des festivités du mariage. Avec le recul, j'aurais dû reconnaître la douceur prédatrice dans sa voix, mais je fonctionnais avec un minimum de sommeil et un maximum de stress, et tout ce que j'ai enregistré, c'est l'opportunité de peut-être enfin créer un lien avec ma future belle-mère. Je n'avais aucune idée que je marchais droit dans une embuscade qui mettrait à l'épreuve non seulement ma patience, mais aussi le fondement même de ma relation avec Ethan et sa famille. Le domaine des Blackwood paraissait encore plus imposant sous la lumière claire de ce mercredi après-midi. La façade en pierre brillait au soleil, et l'allée circulaire était impeccablement entretenue, pas un gravier de travers. En arrivant dans ma modeste Audi, j'ai remarqué que la Mercedes de Richard était également garée dans l'allée. C'était inattendu. Victoria n'avait rien mentionné sur sa présence à notre thé. La gouvernante, Martha, a ouvert la porte avec son sourire réservé habituel et m'a conduite au salon de réception formel plutôt qu'à la véranda où Victoria prenait habituellement le thé. Un autre signe avant-coureur que j'ai manqué sur le moment. Victoria et Richard étaient déjà assis, tous deux vêtus comme pour une réunion d'affaires plutôt que pour une rencontre familiale décontractée. Victoria portait un tailleur bleu marine qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens, tandis que Richard portait l'un de ses costumes gris anthracite emblématiques, avec des boutons de manchette arborant le blason de la famille Blackwood. « Sophia, ma chère, merci d'être venue si rapidement », a dit Victoria, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Je me suis assise en face d'eux, me sentant soudain comme à un entretien d'embauche plutôt qu'à une visite familiale. Le service à thé sur la table basse entre nous est resté intact. Nous pensions qu'il était important de discuter de quelques questions avant le mariage, a commencé Richard sans préambule. Des questions d'affaires qui devraient être réglées au préalable pour assurer une navigation sans heurts par la suite. Victoria a hoché la tête. Tout mariage réussi repose sur une base solide d'attente et d'accords clairs. Mon estomac s'est noué. Quel genre d'accord, ai-je demandé, bien que je commençais à soupçonner où cela menait. Richard a pris un portefeuille en cuir à côté de lui et en a extrait un document épais relié par une couverture bleue. Il l'a fait glisser sur la table basse vers moi.
Ceci est un contrat prénuptial standard que notre avocat de famille a préparé. Il décrit la protection des actifs familiaux et délimite ce qui se passerait dans le cas peu probable où votre mariage avec Ethan ne réussirait pas. Je n'ai pas immédiatement pris le document. C'est la première fois que j'entends parler d'un contrat prénuptial, ai-je dit prudemment. Ethan et moi n'en avons jamais discuté. Ethan comprend la nécessité, a interjeté Victoria avec douceur. La famille Blackwood possède des actifs importants qui sont protégés depuis des générations. C'est simplement une formalité que tous les conjoints qui entrent dans la famille accomplissent. J'en doutais fortement. Le frère aîné d'Ethan avait épousé une femme d'une dynastie bancaire, à peine quelqu'un dont les Blackwood auraient eu besoin de se protéger financièrement, et sa sœur avait épousé son amour de jeunesse, le fils d'un sénateur, avec son propre fonds en fiducie substantiel. Finalement, j'ai pris le document et j'ai commencé à en parcourir le contenu. En tant qu'entrepreneur en technologie, j'avais eu affaire à suffisamment de contrats pour reconnaître immédiatement que c'était loin d'être un accord équilibré. Il stipulait essentiellement qu'en cas de divorce, je repartirais avec pratiquement rien, quelle que soit la durée de notre mariage ou les contributions que je pourrais apporter à notre vie commune. Toute propriété acquise pendant le mariage resterait à Ethan, et il y avait des clauses sur la propriété intellectuelle qui pourraient potentiellement avoir un impact sur mon entreprise. Cela semble très partial, ai-je dit, luttant pour garder ma voix neutre. Richard a agité la main avec dédain. C'est un langage standard pour protéger la fortune familiale établie. Vous devez comprendre, Sophia, que les actifs des Blackwood représentent non seulement de l'argent mais un héritage qui remonte à des générations. Et qu'en est-il de mes actifs, ai-je demandé. Mon entreprise est ma propriété intellectuelle. Victoria a eu un petit rire qui m'a fait grincer des dents. Votre projet de logiciel éducatif est certainement charmant, ma chère, mais nous parlons de richesse et de biens immobiliers substantiels. L'échelle est tout à fait différente. La condescendance dans son ton était indubitable. À leurs yeux, j'étais une personne sans importance issue d'un milieu modeste qui devrait être reconnaissante de l'opportunité d'épouser un membre de leur prestigieuse famille. Toute suggestion que je puisse avoir des actifs valant la peine d'être protégés leur paraissait risible. Peut-être aimeriez-vous que nous ajoutions une clause concernant votre entreprise, a offert Richard avec magnanimité. Bien que franchement, si vous et Ethan deviez divorcer, il serait probablement généreux indépendamment des obligations légales. Il a toujours eu un faible pour soutenir les outsiders. J'ai senti la chaleur monter à mes joues mais je me suis forcé à rester calme. Quand cela doit-il être signé, ai-je demandé. Aujourd'hui serait idéal, a dit Victoria, sortant un stylo Montblanc de la poche de sa veste. Le mariage est dans 3 jours, et nous aimerions que cela soit réglé bien avant. J'ai posé le document avec précaution. Je devrais d'abord faire examiner ceci par mon propre avocat. Les sourcils de Richard se sont légèrement haussés. Votre propre avocat? Est-ce nécessaire? Notre avocat de famille qui a rédigé ceci est l'un des meilleurs de Chicago. Le meilleur pour les intérêts de la famille Blackwood, certainement, ai-je répondu. Mais comme vous venez de le souligner, nos intérêts pourraient ne pas être parfaitement alignés dans cette affaire. Le visage parfaitement composé de Victoria a montré la première fissure d'agacement. Sophia, c'est vraiment tout à fait standard. Tout le monde signe ça de nos jours. C'est simplement pratique. Alors vous ne vous opposerez pas à ce que vous me donniez 24 heures pour le faire examiner par un professionnel, ai-je rétorqué. Richard et Victoria ont échangé un regard. Je crains que nous devions insister pour que cela soit résolu aujourd'hui, a dit Richard fermement. Ces questions peuvent se compliquer si on les laisse traîner, et avec le mariage si proche. Êtes-vous en train de dire que le mariage dépend de ma signature de ce document aujourd'hui, sans avis juridique, ai-je demandé, voulant une clarté absolue sur leur position. Le sourire de Victoria est revenu, froid comme un mois de janvier à Chicago. Ce que nous disons, ma chère, c'est que la famille Blackwood a certaines attentes non négociables pour toute personne qui entre dans la famille. Ethan le comprend. Si vous l'aimez vraiment, vous le comprendrez aussi. Signez-le, ou le mariage est annulé, a déclaré Richard sans détour. C'est l'essentiel. Nous avons considérablement investi dans ce mariage, mais nous l'annulerons si nécessaire pour protéger les intérêts de la famille. L'ultimatum flottait dans l'air entre nous. J'ai regardé le visage impassible d'homme d'affaires de Richard, puis l'expression de confiance suffisante de Victoria. Ils étaient absolument certains de leur pouvoir dans cette situation. Dans leur esprit, j'étais une personne sans importance, face au choix de renoncer à mes droits ou de perdre l'homme que j'aimais et de m'humilier avec un mariage annulé.
Il s'attendait à ce que je cède immédiatement. Je me suis levé, ramassant le contrat prénuptial. Je vais devoir en discuter avec Ethan. Ethan est conscient de notre position, a dit Victoria avec dédain. Il a peut-être hésité à aborder le sujet directement avec vous, mais il comprend les obligations familiales. Cela a fait plus mal que tout ce qu'ils avaient dit d'autre. L'idée qu'Ethan était au courant de cette embuscade et l'avait laissé se produire m'a serré la poitrine douloureusement. Néanmoins, ai-je dit, serrant peut-être un peu trop fort le document, je devrais lui parler avant de prendre toute décision. Richard s'est également levé, boutonnant sa veste de costume d'un geste expert. Vous avez jusqu'à demain matin, Sophia. 9 heures. Nous attendrons votre signature ou votre décision d'annuler le mariage. Nous espérons sincèrement que vous ferez le choix sensé, a ajouté Victoria, sans prendre la peine de se lever. Ethan tient beaucoup à vous. Ce serait dommage de le blesser pour une simple formalité qui protège toutes les personnes impliquées. J'ai hoché la tête avec raideur et je me suis tourné pour partir, le contrat prénuptial pesant comme du plomb dans mes mains. En sortant vers ma voiture, j'ai entendu la voix de Victoria flotter depuis la fenêtre ouverte du salon. Elle signera. Où d'autres trouveraient-elles un parti comme Ethan? Certainement pas dans les cercles universitaires communautaires que ses parents fréquentent. Le rire grave de Richard et sa réponse ont été le coup de grâce final. Je suis monté dans ma voiture, j'ai posé le contrat prénuptial sur le siège passager, et j'ai réussi à passer les portes ornées du domaine des Blackwood avant que les larmes ne commencent à couler. Le trajet de retour fut un flou. Les larmes coulaient sur mon visage alors que les quartiers chics de Chicago laissaient place aux paysages plus familiers du centre-ville. J'ai dû m'arrêter 2 fois quand les pleurs m'ont empêché de voir clairement la route. Mon téléphone a sonné 4 fois, le nom d'Ethan s'affichant à l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. J'avais besoin de digérer ce qui s'était passé avant de pouvoir lui parler. À un feu rouge, des souvenirs ont défilé dans mon esprit, comme des scènes d'un film dans lequel j'avais joué sans m'en rendre compte. Victoria commentant mon choix de voiture, pratique, quand je l'ai conduite chez eux pour la première fois. Richard posant des questions pointues sur mon modèle d'affaires puis qualifiant la technologie éducative de « marché de niche sans réel potentiel de croissance ». Le dîner de Noël où le frère d'Ethan m'avait demandé si je garderais ma « petite entreprise » après le mariage, comme si c'était un hobby plutôt que ma passion et mon gagne-pain. J'avais ignoré ou excusé tous ces moments, croyant qu'il s'agissait d'incidents isolés ou de malentendus. Maintenant, je les voyais comme faisant partie d'un schéma, une sous-estimation constante de ma valeur parce que je manquais de leur pédigré et de leur richesse perçue. Quand j'ai enfin atteint mon appartement, j'ai appelé la seule personne que je savais qui comprendrait. Ils ont fait quoi? La voix de Jenna s'est élevée d'indignation au téléphone. 3 jours avant le mariage? C'est plus que de mauvais goût, Sophia. C'est de la manipulation. Jenna avait été ma colocataire à l'université et était restée mon amie la plus proche. Elle savait tout de moi, y compris l'étendue de ma situation financière, c'est pourquoi elle trouvait le comportement des Blackwood particulièrement exaspérant. Le pire, c'est qu'apparemment Ethan était au courant, ai-je dit, me recroquevillant sur mon canapé avec le téléphone collé à l'oreille. Il n'a juste pas eu le courage de me le dire lui-même. Tu n'en es pas sûr, a prévenu Jenna. Ses parents pourraient bluffer. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon pour lui, ai-je répondu. Soit il était au courant et les a laissés me tendre une embuscade, soit il a si peu de contrôle dans sa relation avec eux qu'ils peuvent menacer d'annuler son mariage à son insu. Jenna est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu vas faire pour le contrat prénuptial? Tu l'as déjà lu en entier. Assez pour savoir qu'il est complètement partial. Ils ont même des clauses qui pourraient affecter mes droits de propriété intellectuelle sur le logiciel de mon entreprise. Tu es sérieuse? C'est scandaleux. L'indignation de Jenna faisait écho à la mienne. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Appelle Harold dès demain matin. Harold Winters avait été l'avocat de mon grand-père et continuait de gérer mes affaires juridiques. Il était perspicace, expérimenté et, surtout, entièrement dévoué à la protection de mes intérêts. Je le ferai, ai-je promis. Mais d'abord, je dois parler à Ethan. Je dois comprendre où il se situe dans tout ça. Après avoir raccroché avec Jenna, j'ai finalement rassemblé le courage de rappeler Ethan. Il a répondu à la première sonnerie. Sophia, Dieu merci. Maman a dit que tu étais partie fâchée. Que s'est-il passé? Son ton inquiet m'a presque fait flancher, mais le souvenir du visage suffisant de Victoria a renforcé ma résolution.
Ce qui s'est passé, ai-je dit prudemment, c'est que tes parents m'ont tendu une embuscade avec un contrat prénuptial et m'ont dit que soit je le signe avant demain matin, soit le mariage est annulé. Ils ont aussi laissé entendre que tu étais pleinement conscient de ce plan. Le silence à l'autre bout du fil était accablant. Ethan, ai-je insisté. Je ne savais pas qu'ils allaient t'aborder comme ça, a-t-il finalement dit, sa voix tendue. Je leur avais dit que j'en discuterais avec toi moi-même. Donc tu étais au courant pour le contrat prénuptial, ai-je confirmé, le cœur lourd. Sophia, essaie de comprendre. Chaque mariage dans ma famille depuis des générations a eu un contrat prénuptial. C'est juste comme ça que ça se passe. Et tu n'as pas pensé que c'était quelque chose à me mentionner avant que tes parents ne me coincent 3 jours avant notre mariage. Il a soupiré lourdement. J'allais en parler. J'ai juste continué à repousser parce que je savais que ça t'énerverait, et la planification du mariage était déjà assez stressante. Alors, tu as laissé tes parents s'en occuper, comme si j'étais un problème à gérer? Ce n'est pas juste, a protesté Ethan. J'essayais de te protéger. Me protéger? J'ai ri amèrement. En laissant tes parents me prendre au dépourvu avec un ultimatum? En les laissant inclure des clauses qui pourraient affecter mon entreprise. Ce n'est pas de la protection, Ethan. C'est de la lâcheté. Tu réagis de manière excessive, a-t-il dit, sa voix prenant le ton apaisant que je l'avais entendu utiliser avec des clients difficiles. C'est juste un document juridique standard. Tout le monde en signe de nos jours. L'as-tu vraiment lu, ai-je contesté. Une autre pause révélatrice. Pas en détail, a-t-il admis. Papa a dit que c'était le modèle familial standard. Le modèle familial standard qui garantit que je reparte avec rien en cas de divorce, peu importe ce que je contribue à notre mariage ou combien de temps nous sommes ensemble, ai-je résumé. Le modèle qui pourrait potentiellement donner à ta famille des droits sur la propriété intellectuelle développée par mon entreprise. Ça ne peut pas être vrai, a dit Ethan, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Papa ne ferait pas ça. Lis-le toi-même, ai-je suggéré. Section 4, paragraphe 3. J'ai entendu du bruissement de son côté, probablement alors qu'il localisait une copie du document. Je dois examiner ça plus attentivement, a-t-il dit après un moment, l'air troublé. Une partie de ce langage est plus agressive que ce à quoi je m'attendais. Tes parents m'ont donné jusqu'à 9 h demain matin pour le signer ou annuler le mariage, lui ai-je rappelé. Quelle est ta position sur cet ultimatum? Il n'aurait pas dû faire ça, a-t-il dit rapidement. Bien sûr, le mariage ne dépend pas de ça. Nous pouvons arranger ça. Vraiment? Parce que ta mère a été très claire sur le fait que c'est une condition non négociable pour se marier dans la famille Blackwood. Maman peut être intense, mais ce n'est pas elle qui prend ses décisions. C'est nous. Je voulais le croire, mais le doute s'était installé. Alors appelle-les tout de suite. Dis-leur que l'ultimatum est retiré et que nous aborderons cela après le mariage. Sophia, sois raisonnable. On ne peut pas simplement ignorer ça complètement. Un contrat prénuptial a du sens étant donné les circonstances. Quelles circonstances, ai-je insisté? Le fait que ta famille a de l'argent, et que je n'en ai probablement pas? C'est plus compliqué que ça, a-t-il éludé. Il y a des fiducies familiales, des intérêts commerciaux. Des choses bien trop complexes pour qu'une simple fille d'enseignant comprenne, ai-je terminé pour lui, faisant écho à la condescendance que j'avais entendue dans la voix de Victoria. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais, a dit Ethan, la frustration évidente dans son ton. Pourquoi rends-tu les choses si difficiles? Ce n'est qu'un bout de papier dont, espérons-le, nous n'aurons jamais besoin. Si ce n'est qu'un bout de papier, pourquoi vaut-il la peine de menacer d'annuler notre mariage pour ça? Il n'avait pas de bonne réponse à cela. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Et tu dois décider où tu te situes, Ethan. Avec tes parents ou avec moi. Ce n'est pas un choix juste, a-t-il protesté. Je t'aime, mais c'est ma famille. Et que suis-je censé être dans 3 jours, ai-je demandé doucement. La question est restée en suspens entre nous, sans réponse. Je t'appellerai demain, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement, le téléphone serré dans ma main, les larmes menaçant de revenir. Puis j'ai remarqué le contrat prénuptial toujours posé sur ma table basse, et quelque chose a changé en moi. La tristesse a cédé la place à la détermination.
Si les Blackwood voulaient que cela tourne autour de l'argent et du pouvoir, il était peut-être temps qu'ils apprennent que j'avais les deux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mon portefeuille financier. L'héritage de mon grand-père avait atteint 7,5 millions de dollars grâce à des investissements prudents. Mon entreprise, EduTech Solutions, avait récemment été évaluée à 1,5 million de dollars lors de notre dernier tour de financement, portant ma valeur nette totale à environ 9 millions de dollars. Pas la fortune des Blackwood, peut-être, mais suffisamment substantielle pour changer entièrement la dynamique de cette conversation. Pendant 3 ans, j'avais gardé ma situation financière privée. Non par honte, mais parce que je voulais être aimé pour moi-même, pas pour mon compte en banque. J'avais vu les amis et les connaissances d'Ethan le traiter différemment à cause de son nom de famille et de sa richesse, et je n'avais aucun désir pour ce genre d'attention superficielle. De plus, dans le monde de la technologie, rester discret avait des avantages stratégiques. Mais maintenant, face à la perspective de renoncer à mes droits ou de perdre l'homme que j'aimais, j'ai réalisé que mon silence avait permis aux Blackwood de construire un récit sur moi qui était entièrement faux. Il me voyait comme une croqueuse de diamants visant au-dessus de sa condition alors qu'en réalité, j'étais une femme d'affaires prospère choisissant de partager ma vie avec leur fils en tant qu'égale. Alors que cette prise de conscience se cristallisait, un plan a commencé à se former dans mon esprit. Je ne serais ni intimidé ni manipulé. Je ne signerais pas leur contrat prénuptial partial, mais je ne quitterais pas non plus l'homme que j'aimais sans me battre. J'ai envoyé un SMS rapide à Harold, besoin d'une réunion urgente demain matin à 7 heures. Situation de contrat prénuptial, mariage dans 3 jours. J'expliquerai en personne. Sa réponse est venue rapidement, je serai à votre bureau à 7 heures pile. Apportez tous les documents. J'ai mal dormi cette nuit-là, oscillant entre la colère, la douleur, la détermination et le doute. Le matin, cependant, une chose était claire. Le temps de cacher ma réussite était terminé. Les Blackwood avaient forcé cette confrontation, et maintenant ils devraient faire face à la vraie Sophia Williams, pas à la modeste fille d'enseignant qu'ils pensaient pouvoir intimider. À 6h45 le lendemain matin, j'étais déjà à mon bureau du centre-ville, examinant le contrat prénuptial ligne par ligne et prenant des notes. Je m'étais habillé délibérément dans l'une de mes tenues de pouvoir, un tailleur pantalon gris anthracite qui projetait confiance et autorité. Mes cheveux étaient tirés en une queue de cheval lisse, et je portais les boucles d'oreilles en perles que mon grand-père m'avait offertes pour l'obtention de mon diplôme universitaire, un rappel de mes origines et des valeurs qui m'avaient guidé vers le succès. Harold est arrivé précisément à 7 heures, impeccable comme toujours dans son costume sur mesure, les cheveux argentés parfaitement peignés, portant sa mallette en cuir usé qui avait vu des décennies de batailles juridiques. À 72 ans, il était encore l'un des avocats les plus brillants de Chicago, avec la réputation d'être impitoyablement efficace tout en maintenant une éthique impeccable. « Bonjour, Sophia », m'a-t-il salué, posant sa mallette sur ma table de conférence. Je dois dire que lorsque j'ai reçu votre SMS, j'ai été assez surpris. Vous n'aviez jamais mentionné de contrat prénuptial lors de nos précédentes discussions sur le mariage. Parce qu'il n'y en avait pas jusqu'à hier, ai-je expliqué, lui tendant le document. 3 jours avant le mariage, mes futurs beaux-parents m'ont tendu une embuscade avec ceci et un ultimatum de le signer avant 9 heures aujourd'hui ou d'annuler le mariage. Les sourcils broussailleux d'Harold se sont haussés alors qu'il acceptait le document. C'est un timing plutôt peu orthodoxe, pour le moins que l'on puisse dire. Lisez-le, les jeux encouragés, en particulier la section 4 sur la propriété intellectuelle et la section 6 sur la division des actifs. Il a mis ses lunettes de lecture et a commencé à parcourir le document, son expression devenant de plus en plus grave à mesure qu'il progressait. Après environ 15 minutes de lecture attentive, il l'a posé et a enlevé ses lunettes. C'est l'un des contrats prénuptiaux les plus agressivement partiaux que j'ai vus en 45 ans de pratique, a-t-il déclaré sans ambages. Et j'en ai vu des gratinés, surtout parmi les familles de vieille fortune. Pouvez-vous le contester, ai-je demandé. Un lent sourire s'est étendu sur le visage d'Harold, le genre de sourire qui avait probablement semé la terreur chez les avocats adverses pendant des décennies. Ma chère, je ne vais pas simplement le contester. Je vais l'éviscérer et le remplacer par quelque chose qui protège réellement vos intérêts substantiels. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un bloc-notes juridique. Soyons clairs sur votre position. Votre valeur nette s'élève actuellement à environ 9 millions de dollars, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Et les Blackwood ignorent ce fait. Complètement ignorant, ai-je confirmé. J'ai toujours gardé ma situation financière privée. Seuls mes parents, Jenna, et vous en connaissez toute l'étendue.
Harold a gloussé, un son profond et grondant qui traduisait un amusement sincère. Eh bien, cela va être toute une révélation pour eux. Il a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Voulez-vous sauver cette relation, ou devrions-nous simplement refuser leurs conditions et laisser les choses se faire? La question m'a fait réfléchir. Malgré tout, j'aimais Ethan. Le problème n'était pas directement avec lui, mais avec la dynamique de pouvoir que sa famille essayait d'établir. Je veux la sauver, ai-je dit finalement. Mais seulement si Ethan est prêt à se tenir à mes côtés en tant que véritable partenaire. Et seulement si sa famille reconnaît que j'entre dans ce mariage en tant qu'égal, pas comme un cas de charité qu'ils accueillent gracieusement malgré mon manque de pédigré perçu. Très bien, a acquiescé Harold. Alors nous élaborons une contre-offre, un contrat prénuptial juste et équilibré qui protège les deux parties de manière égale. Pendant les 2 heures suivantes, Harold et moi avons travaillé à la création d'un nouveau document. Il a rédigé des clauses qui protégeaient à la fois mes actifs et ceux d'Ethan, a établi des conditions équitables pour la division des biens en cas de divorce et, surtout, a inclus une protection en béton pour ma propriété intellectuelle et mes intérêts commerciaux. Maintenant, pour la stratégie de présentation, a dit Harold alors que nous finalisions le document. Le moment et le lieu seront cruciaux. Quand et où voulez-vous livrer cette contre-offre? J'ai réfléchi attentivement. Il y a 2 conversations qui doivent avoir lieu. D'abord, je dois parler avec Ethan en privé. Ensuite, en supposant que cela se passe bien, nous devons présenter ceci à ses parents ensemble. Je suggère un lieu neutre pour la réunion de famille, a conseillé Harold. Un endroit suffisamment public pour décourager les réactions extrêmes mais assez privé pour une discussion confidentielle. Le salon privé du restaurant Lakeview, ai-je décidé. C'est assez chic pour plaire aux sensibilités des Blackwood mais en territoire neutre. Excellent choix, a approuvé Harold. Et pour les documents à l'appui? J'ai ouvert un dossier sur mon bureau. J'ai mon portefeuille financier complet ici, y compris les relevés bancaires, les comptes d'investissement et la plus récente évaluation de mon entreprise. Tout est à jour et vérifié depuis le mois dernier. Harold a examiné les documents, hochant la tête avec satisfaction. Ceux-ci rendront votre position parfaitement claire. Maintenant, discutons de votre approche avec Ethan. Nous avons passé une autre heure à affiner ma stratégie pour les 2 conversations. Au moment où Harold est parti à 10h30, je me sentais préparée et confiante. J'avais un plan solide, un contrat prénuptial équitable et, surtout, la résolution de me défendre et de défendre la relation que je voulais. Après le départ d'Harold, j'ai rappelé Jenna pour la mettre au courant. Alors, tu le fais vraiment, a-t-elle demandé après que je lui ai expliqué le plan. Révéler ta situation financière après l'avoir gardée privée tout ce temps. Je ne vois pas d'autre option, ai-je répondu. Pas si je veux un mariage basé sur la vérité et l'égalité. Et si Ethan est en colère que tu lui aies caché ça, a insisté Jenna. As-tu envisagé cette possibilité? J'y avais pensé, longuement. Alors nous devrons travailler là-dessus ensemble, ai-je dit. Mais s'il ne peut pas comprendre pourquoi je voulais être aimé pour moi-même plutôt que pour mon compte en banque, alors peut-être que nous ne sommes pas aussi compatibles que je le pensais. Argument valable, a concédé Jenna. Pour ce que ça vaut, je pense que tu gères ça avec une grâce incroyable. J'aurais dit à Victoria Blackwood exactement où elle pouvait se le mettre, son contrat prénuptial. Cela m'a fait rire, relâchant une partie de la tension que je portais. La journée n'est pas encore terminée. Je pourrais encore en arriver là. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS à Ethan, nous devons parler. Retrouve-moi chez Carluxy à 13h. Juste nous 2. Sa réponse est venue rapidement, j'y serai. Je t'aime. Ces 3 mots ont provoqué une nouvelle vague d'émotions. Malgré tout, je croyais encore qu'il les pensait. La question était de savoir si l'amour seul suffirait à traverser cette tempête. J'ai passé l'heure suivante à me préparer, non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Je suis allé au salon de coiffure de mon immeuble pour un brushing qui a laissé mes cheveux lisses et professionnels. Puis j'ai retouché mon maquillage, optant pour un look soigné qui projetait la confiance sans être intimidant. Les boucles d'oreilles en perles sont restées une sorte de talisman, me reliant à mes racines et au grand-père qui avait toujours cru en moi. Au moment où je suis parti pour rencontrer Ethan, je me sentais comme une guerrière se dirigeant vers la bataille, armée de la vérité, de principes et de 9 millions de raisons pour lesquelles les Blackwood m'avaient gravement sous-estimé. Carluxy's était l'un de nos restaurants préférés, un restaurant italien haut de gamme où nous avions célébré notre premier anniversaire.
Le cadre familier semblait approprié pour cette conversation, un rappel des temps plus heureux et de la base d'amour qui nous avait menés au bord du mariage. Je suis arrivé quelques minutes en avance et j'ai demandé une table tranquille dans un coin. Le maître d'hôtel, qui nous connaissait comme des habitués, m'a conduite à un endroit isolé près du fond, bien à l'écart des autres convives, parfait pour ce qui serait probablement une conversation intense. Ethan est arrivé précisément à 1h, l'air hagard. Son apparence habituellement impeccable était légèrement froissée, sa cravate un peu de travers, des cernes sous les yeux suggérant qu'il avait aussi mal dormi que moi. Quand il m'a vu, le soulagement a envahi son visage. « Sophia » a-t-il dit, se glissant sur le siège en face de moi. « Merci de me rencontrer. Je me suis inquiété à mort depuis notre appel hier soir. » Je l'ai étudié attentivement, cherchant des signes de l'homme dont j'étais tombé amoureuse plutôt que de l'héritier Blackwood qui avait permis à ses parents de me tendre une embuscade. J'ai failli ne pas venir, ai-je admis. Tes parents m'ont mise dans une position impossible. Il a pris ma main sur la table. Je sais, et je suis vraiment désolé. Je leur ai parlé hier soir après notre conversation. Ça ne s'est pas bien passé. Cela a attiré mon attention. Que s'est-il passé ? Je leur ai dit que leur ultimatum était inacceptable et que si quelqu'un devait annuler le mariage à cause de ça, ce serait moi, pas eux. Une lueur d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Et comment ont-ils réagi ? Ethan a soupiré lourdement. Papa a dit que j'étais naïf et émotif. Maman a pleuré et m'a accusé de choisir une étrangère plutôt que la famille. C'était la même manipulation qu'ils ont utilisée toute ma vie. Est-ce que ça a marché ? Ai-je demandé de manière pointue. Il a croisé mon regard directement. Non. Pas cette fois. Je leur ai dit que soit ils retiraient l'ultimatum, soit j'appellerais personnellement chaque invité du mariage ce soir pour expliquer exactement pourquoi la cérémonie était annulée. Malgré tout, j'ai ressenti une vague de fierté pour lui. Ça a dû être difficile. C'était terrifiant, a-t-il admis avec un sourire contrit, mais aussi étrangement libérateur. Pour la première fois de ma vie, je suis sorti de cette maison sans céder à leurs exigences. Le serveur s'est approché, et nous avons tous les deux commandé juste des boissons, aucun de nous n'ayant beaucoup d'appétit. Quand nous fûmes de nouveau seuls, Ethan a continué, j'ai passé la nuit chez Jason à essayer de comprendre quoi faire ensuite. Le contrat prénuptial en lui-même n'est pas déraisonnable en théorie, mais la façon dont ils l'ont abordé et certains des termes que j'ai vus ça m'a fait honte d'être un Blackwood. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de commencer à révéler ma propre vérité. Ethan, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Quelque chose que je t'ai caché tout au long de notre relation. Son expression est passée à l'inquiétude. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas celle que tes parents pensent que je suis, ai-je commencé prudemment. Ou plutôt, je suis plus que ce qu'ils ont supposé. La confusion a traversé son visage. Que veux-tu dire ? J'ai sorti de mon sac un dossier contenant des impressions de mes relevés financiers. Quand mon grand-père est mort pendant ma dernière année d'université, il m'a laissé un héritage. Un héritage substantiel. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Ethan l'a ouvert avec une expression perplexe qui s'est rapidement transformée en choc alors qu'il parcourait les documents. 7,5 millions de dollars, a-t-il lu avec incrédulité. Et ton entreprise ? 1,5 million de plus. Sophia, c'est pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Pour la même raison que tu ne te présentes pas comme l'Ethan Blackwood des Blackwood de Chicago à tout le monde que tu rencontres, ai-je expliqué. Je voulais être connu pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Je voulais des relations authentiques basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, pas sur la richesse ou le statut. Il était encore en train de traiter les relevés financiers, feuilletant les pages avec un étonnement croissant. Pendant tout ce temps, mes parents t'ont traité comme une croqueuse de diamants après la fortune des Blackwood, ai-je terminé pour lui. Ironique, n'est-ce pas ? Ethan a levé les yeux vers moi, son expression un mélange d'émerveillement et d'autre chose. Était-ce de la peine ? Ne me faisais-tu pas assez confiance pour partager ça ? C'était la question que j'avais redoutée, mais je lui devais l'honnêteté. Il ne s'est jamais agi de confiance, Ethan. Au début, cela ne semblait tout simplement pas pertinent. Puis, en apprenant à connaître ta famille et en voyant l'importance qu'ils accordaient à la richesse et au statut, je suis devenue réticente à le révéler. Je ne voulais pas être valorisée pour mon compte en banque. Et honnêtement,
j'étais curieuse de voir comment il me traiterait sans connaître ma situation financière. Comme un test, a-t-il demandé, une note de défensive entrant dans sa voix. Pas de toi, ai-je clarifié rapidement. Jamais de toi. Mais oui, d'une certaine manière, c'est devenu un test du caractère de ta famille. Un test qu'ils ont échoué spectaculairement hier. Nos boissons sont arrivées, offrant un bref répit à l'intensité de la conversation. Quand le serveur est parti, Ethan a pris une longue gorgée de son scotch avant de parler à nouveau. Je comprends ton raisonnement, a-t-il dit lentement. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a eu un manque de transparence entre nous qui va dans les deux sens. J'aurais dû te parler des attentes concernant le contrat prénuptial, et tu aurais dû me parler de ta situation financière. Il avait raison, et je l'ai reconnu d'un signe de tête. Tu as raison. Une honnêteté parfaite aurait évité toute cette situation. Mais nous en sommes là maintenant, et nous devons décider où nous allons à partir d'ici. Que veux-tu faire, a-t-il demandé, et je pouvais entendre la véritable question sous les mots. Il ne demandait pas seulement à propos du contrat prénuptial ou du mariage, mais à propos de nous, de notre avenir. J'ai sorti un autre dossier, celui-ci contenant le contrat prénuptial que Harold et moi avions rédigé ce matin-là. Je veux un mariage d'égaux, ai-je dit en le faisant glisser vers lui. Je veux un partenariat où nous protégeons tous les deux ce que nous avons construit individuellement tout en nous engageant à construire quelque chose de plus grand ensemble. Et je veux des beaux-parents qui me respectent en tant que partenaire égal, pas comme un cas de charité que leur fils a noblement sauvé de l'obscurité de la classe moyenne. Ethan a ouvert le dossier et a commencé à lire le nouveau contrat prénuptial. En tant qu'avocat lui-même, il a rapidement saisi l'équité des termes par rapport à la version de ses parents. C'est tout à fait raisonnable, a-t-il dit en levant les yeux. Une protection équilibrée pour les deux parties, des termes clairs sur la propriété intellectuelle, des approches justes pour les revenus futurs et les actifs acquis pendant le mariage. C'est ce qu'un contrat prénuptial devrait être, ai-je répondu. Pas une arme, mais un bouclier qui protège les deux parties de manière égale. Il a fermé le dossier et a de nouveau pris ma main. Cette fois, je l'ai laissé faire. Alors, que se passe-t-il ensuite? Cela dépend de toi, lui ai-je dit honnêtement. J'ai besoin de savoir où tu te situes, Ethan. Pas seulement à propos du contrat prénuptial, mais à propos de notre relation et du rôle de ta famille dedans. J'ai besoin de savoir que lorsque nous prononcerons nos vœux dans 3 jours, nous deviendrons vraiment une équipe qui affronte le monde ensemble, y compris tes parents. Ethan a serré ma main, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai quitté la maison de mes parents hier soir, j'ai fait un choix. J'ai choisi nous. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Je t'aime, Sophia. J'aime ton intelligence, ton intégrité, ta compassion. Que tu aies $9 ou 9 millions de dollars ne change rien à cela. La sincérité dans sa voix a fait fondre une partie de la glace qui s'était formée autour de mon cœur. Alors voici ce que je propose, ai-je dit. Nous rencontrons tes parents ce soir. Ensemble, nous présentons ce nouveau contrat prénuptial comme non négociable. Nous indiquons clairement que notre mariage sera un partenariat d'égaux et que la dynamique entre nous et ta famille doit refléter cette réalité. Ils ne le prendront pas bien, a prévenu Ethan. Surtout ma mère. Probablement pas, ai-je convenu. Mais leur réaction nous dira tout ce que nous devons savoir sur l'avenir de notre relation avec eux. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Il est temps d'établir des limites qui auraient dû être fixées il y a longtemps. Il a levé son verre dans un petit toast. À l'affrontement de l'Inquisition Blackwood, ensemble. J'ai trinqué avec lui. Ensemble. Alors que nous finissions nos boissons et finalisions notre stratégie pour la confrontation du soir, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de connexion avec Ethan. Les dissimulations entre nous, les siennes comme les miennes, avaient été balayées. Maintenant, nous allions affronter sa famille en front uni, avec l'honnêteté comme fondation et l'égalité comme exigence non négociable. J'ai envoyé un SMS rapide à Harold confirmant que la première phase de notre plan avait réussi. Sa réponse fut typiquement succincte, excellent. Rappelez-vous, aucun compromis sur les termes clés. Bonne chance. La chance, ai-je pensé alors qu'Ethan et moi quittions le restaurant main dans la main, pourrait ne pas être nécessaire. Nous avions la vérité de notre côté maintenant, et d'après mon expérience, c'est une arme bien plus puissante que la chance ne pourrait jamais l'être. À 18h précises, notre voiture s'est arrêtée devant l'entrée du restaurant Lakeview. Je l'avais choisi avec soin, non seulement pour son statut de territoire neutre,
mais aussi pour sa réputation d'être l'un des établissements les plus discrets et haut de gamme de Chicago. Le personnel était connu pour son professionnalisme et sa capacité à prétendre ne rien entendre et ne rien voir, peu importe à quel point une discussion d'affaires pouvait devenir animée. Ethan m'a aidé à sortir de la voiture, sa main chaude et rassurante contre la mienne. Nous avions passé l'après-midi à peaufiner notre approche et à revoir ensemble le nouveau contrat prénuptial, renforçant notre front uni. Il portait un costume bleu marine bien coupé qui projetait l'autorité sans le facteur d'intimidation que les costumes de son père avaient toujours. J'avais enfilé une robe de couleur crème à la fois élégante et puissante, associée à un blazer ajusté et aux perles de ma grand-mère à mon cou pour correspondre aux boucles d'oreilles. Prête, a demandé Ethan alors que nous nous tenions devant l'entrée du restaurant. Aussi prête que je ne le serai jamais, ai-je répondu en lui serrant la main. Le maître d'hôtel nous a salués par notre nom et nous a conduits au salon privé que j'avais réservé. Il était décoré avec goût d'une table en acajou pouvant accueillir 10 personnes, bien que seules 4 places aient été dressées. Des verres en cristal captaient la lumière de l'élégant lustre au-dessus, et les murs étaient ornés d'œuvres d'art originales de bon goût. Les grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur le lac Michigan, l'eau scintillant dans la lumière du début de soirée. Vos autres invités ne sont pas encore arrivés, nous a informé le maître d'hôtel. Désirez-vous des boissons en attendant? Nous avons tous les deux commandé de l'eau pétillante. L'alcool ne nous servirait pas bien dans la confrontation à venir. Ils seront en retard, a prédit Ethan après le départ du maître d'hôtel. C'est une démonstration de pouvoir. Maman n'arrive jamais nulle part avant d'avoir fait attendre les gens au moins 15 minutes. Il avait parfaitement raison. À 18h17, la porte s'est ouverte pour laisser entrer Richard et Victoria Blackwood. Richard était dans son élément dans un costume anthracite presque identique à celui qu'il portait lors de notre embuscade pour le contrat prénuptial. Victoria avait opté pour une robe de créateur d'un bordeaux profond qui coûtait probablement plus que les mensualités de prêt immobilier de la plupart des gens, accessoirisée avec des boucles d'oreilles en diamant qui captaient la lumière à chaque léger mouvement de sa tête. Ethan, mon chéri, a dit Victoria, m'ignorant complètement alors qu'elle faisait la bise à son fils. Quel lieu charmant. Bien que je ne sois pas entièrement sûr de la raison pour laquelle nous avions besoin de ce cadre formel pour une simple signature. Richard a hoché la tête brièvement dans ma direction, la plus simple reconnaissance de mon existence. J'espère que vous êtes parvenu à une décision sensée, Sophia. 9 heures du matin est passé, mais nous sommes prêts à être flexibles étant donné les circonstances. S'il vous plaît, asseyez-vous, ai-je dit, en désignant les chaises en face de là où Ethan et moi étions déjà assis. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Quelque chose dans mon ton a dû alerter Victoria que ce ne serait pas la simple capitulation à laquelle elle s'attendait. Ses yeux se sont légèrement plissés alors qu'elle prenait place, s'installant avec une élégance étudiée. Nous avons examiné votre contrat prénuptial, a commencé Ethan, sa voix calme et professionnelle, et nous l'avons trouvé inacceptable tant dans son approche que dans ses termes. Les sourcils de Richard se sont haussés. Inacceptable? C'est l'accord standard de la famille Blackwood. Ton frère et ta sœur ont tous deux signé des documents identiques sans ce drame. Ils ont épousé des personnes issues de milieux similaires aux nôtres, a souligné Ethan. La dynamique de pouvoir était totalement différente. La dynamique de pouvoir, a répété Victoria avec un geste dédaigneux de sa main manucurée. Ce n'est pas une expérience sociologique, Ethan. C'est une simple protection juridique sur laquelle toute famille prudente insisterait. J'ai posé mon portefeuille en cuir sur la table, l'ouvrant pour révéler notre contre-proposition et les documents à l'appui. Nous convenons qu'une protection juridique prudente a du sens, ai-je dit calmement, c'est pourquoi nous avons préparé un contrat prénuptial alternatif qui protège les deux parties de manière égale. L'expression de Richard s'est assombrie. Ce n'était pas l'arrangement. Vous deviez signer notre document, pas présenter des alternatives. Les plans changent, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux, surtout lorsque de nouvelles informations apparaissent. Le serveur est entré avec notre eau pétillante et a pris les commandes de boissons de Richard et Victoria. La brève interruption n'a rien fait pour dissiper la tension qui s'était installée sur la table comme un lourd nuage. Une fois seul à nouveau, j'ai fait glisser le nouveau contrat prénuptial sur la table. Ce document offre une protection juste et équilibrée tant pour les actifs de la famille Blackwood que pour mes propres avoirs personnels. Vos avoirs? Victoria n'a pas tout à fait réussi à réprimer un sourire condescendant. Votre petite entreprise de logiciels ne nécessite guère le même niveau de protection que des générations de richesses Blackwood. Vous pourriez être surprise, a dit Ethan,
une pointe de fierté dans la voix alors qu'il me regardait. J'ai extrait les relevés financiers de mon portefeuille et les ai placés sur le contrat prénuptial. Ma valeur nette actuelle est d'environ 9 millions de dollars, ai-je déclaré de manière factuelle. 7,5 millions de dollars en investissements diversifiés provenant de la succession de mon grand-père et 1,5 million de dollars sous forme de valorisation de mon entreprise lors de notre dernier tour de financement. Le choc qui s'est inscrit sur leurs deux visages était tout ce que j'avais imaginé et plus encore. Richard s'est remis le premier, son esprit d'avocat se recalibrant rapidement alors qu'il prenait les relevés avec une incrédulité à peine dissimulée. « C'est impossible », a dit Victoria, le rouge lui montant aux joues. « Vous conduisez une Audi de 5 ans. Vos parents sont enseignants. Je valorise la responsabilité financière plutôt que les démonstrations de richesse, ai-je répondu d'un ton égal. Et oui, mes parents m'ont appris l'importance de l'éducation, du travail acharné et de vivre selon ses moyens. Des leçons qui m'ont bien servi. Richard parcourait les documents avec une consternation croissante. Celle-ci semble légitime, a-t-il admis à contre-cœur. Pourquoi garder cela secret? M'auriez-vous traité différemment si vous l'aviez su, ai-je rétorqué. La rougeur s'intensifiant sur le visage de Victoria était une réponse suffisante. Cela change considérablement l'équation, a dit Richard, en mode avocat complet. Maintenant, nous devrions examiner attentivement tout accord alternatif avant de procéder. Bien sûr, ai-je convenu. C'est tout à fait juste, tout comme il aurait été juste de me donner le temps d'examiner votre document original avec mon avocat. Victoria avait encore du mal à concilier sa perception de moi avec la réalité financière qui se présentait à elle. Votre grand-père vous a laissé 7 millions de dollars? Que faisait-il? Il a investi judicieusement tout au long d'une vie de modestie, ai-je expliqué. Un peu comme le premier Blackwood qui a bâti la fortune de votre famille, j'imagine. Cette comparaison n'a clairement pas plu à Victoria, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Ethan a pris la parole. Maman, papa, le problème ici n'est pas seulement le contrat prénuptial lui-même, mais la façon dont toute cette situation a été gérée. Mettre Sophia devant le fait accompli 3 jours avant notre mariage était inapproprié et irrespectueux. Nous pensions qu'il valait mieux le résoudre efficacement, s'est défendu Richard, bien qu'avec nettement moins de conviction qu'auparavant. En menaçant d'annuler notre mariage si elle n'obtempérait pas immédiatement, a contesté Ethan. Ce n'est pas de l'efficacité. C'est de la coercition. Victoria s'est tournée vers son fils, changeant de tactique. Mon chéri, nous essayons seulement de te protéger, toi et l'héritage familial. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Ce que je comprends, a répondu fermement Ethan, c'est que vous avez fait des suppositions sur la femme que j'aime sans prendre la peine de la connaître, puis vous avez essayé d'utiliser un levier financier pour contrôler notre relation. Cela s'arrête maintenant. Je ne l'avais jamais autant aimé qu'à ce moment-là, le regardant tenir tête à la manipulation qui avait probablement fonctionné sur lui toute sa vie. Le nouveau contrat prénuptial, ai-je recentré leur attention, protège à la fois les actifs des Blackwood et les miens. Il établit des conditions équitables pour la division des biens en cas de divorce potentiel, basées sur la contribution et la durée du mariage, plutôt que de simplement tout restituer à la propriété d'origine. Il contient également un langage clair protégeant mes droits de propriété intellectuelle et mes intérêts commerciaux, tout comme il protège les intérêts commerciaux de la famille Blackwood. Richard lisait déjà le document avec l'œil exercé d'un avocat. Certains de ces termes sont inhabituels, a-t-il noté, mais pas de manière dédaigneuse. Mais équitable, a souligné Ethan, contrairement au document que vous avez présenté à Sophia. Nous avons besoin de temps pour que nos avocats examinent ceci, a dit Richard, fermant le dossier. Vous avez jusqu'à demain après-midi, ai-je répondu. Le mariage est dans 2 jours, et nous avons besoin que cela soit résolu avant. Le regard de Victoria s'est tourné vers moi, peu habitué à ce que d'autres lui imposent des délais. C'est à peine suffisant pour un examen juridique approprié. C'était un temps suffisant pour moi, selon votre ultimatum initial, lui ai-je rappelé. Richard a posé une main sur le bras de sa femme pour la retenir, reconnaissant le changement de rapport de force. Nous ferons examiner cela par notre équipe dès demain matin et fournirons un retour d'ici 15 heures. Toute modification proposée doit maintenir l'équilibre fondamental de l'accord, a stipulé Ethan. Ce n'est pas une négociation pour revenir à des termes unilatéraux. Compris, a hoché la tête Richard, d'homme d'affaires à homme d'affaires. Victoria était restée exceptionnellement silencieuse, ses yeux se déplaçant entre moi, Ethan, et les relevés financiers toujours sur la table. Quand elle a finalement parlé,
sa voix avait perdu une partie de sa qualité impérieuse. J'ai peut-être mal jugé certains aspects de votre situation, Sophia, bien que je trouve toujours étrange que vous ayez dissimulé de telles informations à votre future famille. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse que Victoria Blackwood était probablement capable d'offrir. J'ai décidé de faire un pas vers elle. Peut-être que nous aurions tous pu communiquer plus ouvertement dès le début, ai-je reconnu. À l'avenir, j'espère que nous pourrons construire une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur des suppositions. Le serveur est revenu avec les boissons de Richard et Victoria et s'est enquis du dîner. D'un commun accord tacite, nous avons tous décliné, cette réunion ayant clairement atteint son objectif principal. Alors que nous nous préparions à partir, Richard m'a tendu la main, un geste qui aurait été impensable 24 heures plus tôt. Vous vous êtes révélée être une négociatrice redoutable, Sophia. La famille Blackwood pourrait bénéficier de telles perspectives inattendues. J'ai accepté sa poignée de main, la reconnaissant comme une sorte d'offre de paix. J'ai hâte de contribuer à la famille de bien des manières, Monsieur Blackwood. L'adieu de Victoria fut moins chaleureux mais notablement dépourvu de la condescendance qui avait caractérisé nos interactions précédentes. Un progrès, sinon la perfection. Une fois qu'ils furent partis, Ethan m'a prise dans ses bras, là, dans le salon privé. « Tu as été magnifique », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Absolument magnifique. » Nous avons été magnifiques, les jeux corrigés, me reculant pour croiser son regard. Ensemble. Il a souri, un sourire sincère, non entaché par le stress des 2 derniers jours. Ensemble. J'aime le son de ça. Alors que nous quittions le restaurant main dans la main, sous un ciel qui virait au crépuscule, j'ai ressenti un profond sentiment de justesse m'envahir. La route à venir ne serait pas parfaitement lisse, surtout avec Victoria comme belle-mère, mais la dynamique fondamentale avait changé. Nous nous étions établis comme des égaux, l'un envers l'autre et envers sa famille. C'était une fondation assez solide pour construire un mariage. 2 jours plus tard, je me tenais dans une petite antichambre de l'hôtel Drake, portant la robe de mariée épurée et moderne que j'avais choisie des mois auparavant. Le contrat prénuptial avait été signé l'après-midi précédent, avec seulement des ajustements mineurs au langage qui n'affectaient pas la protection équilibrée qu'il offrait aux 2 familles. Richard avait été étonnamment raisonnable lors des négociations finales, tandis que Victoria avait maintenu une distance digne du processus, peut-être encore en train d'accepter son erreur de jugement de la situation. Jenna a ajusté mon voile, ses yeux étrangement brillants. « Tu es magnifique, Soph, et pas seulement à cause de cette robe incroyable. Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. » La confiance, a fourni ma mère de là où elle arrangeait la traîne. Ma fille a enfin cessé de cacher sa lumière. Elle avait raison. Les 3 derniers jours m'avaient transformé de manière subtile mais significative. Tenir tête au Blackwood, révéler ma véritable situation financière et établir des limites claires avait levé un poids dont je n'avais pas pleinement conscience. J'avais passé 3 ans à gérer soigneusement les perceptions, craignant que ma richesse ne change la façon dont les gens me voyaient. L'ironie que cette peur ait conduit exactement au type de jugement que j'avais espéré éviter ne m'a pas échappé. On a frappé doucement à la porte et, à ma grande surprise, Victoria Blackwood est entrée. Elle avait renoncé à son élégance intimidante habituelle pour un look plus doux et plus maternel en bleu pâle qui complétait plutôt qu'il ne concurrençait mon ensemble de mariés. « Puis-je avoir un moment seul avec Sophia ?» a-t-elle demandé, sa voix dépourvue de son ton impérieux habituel. Ma mère et Jenna ont échangé des regards avant d'acquiescer et de sortir, me laissant face à face avec ma future belle-mère. Victoria s'est approchée lentement, observant mon apparence avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Vous êtes une très belle mariée », a-t-elle dit finalement. « Merci », ai-je répondu, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Elle a touché la dentelle délicate de mon voile, un geste étonnamment vulnérable de la part d'une femme qui calculait chacun de ses mouvements. « Je vous dois des excuses, Sophia. De vraies excuses. Pas la reconnaissance à demi-mot que j'ai offerte au restaurant. C'était inattendu. Victoria Blackwood ne me semblait pas être quelqu'un de familier avec les excuses. Mon comportement était inexcusable, a-t-elle poursuivi. Pas seulement l'embuscade du contrat prénuptial, mais les mois de condescendance subtile et de jugement avant cela. J'ai fait des suppositions basées sur des facteurs superficiels et je n'ai jamais pris la peine de connaître la vraie femme que mon fils aime. La sincérité dans sa voix était indubitable. Cela n'a pas dû être facile à admettre, ai-je reconnu. Un petit sourire contrit a touché ses lèvres.
Les Blackwood ne sont pas connus pour admettre leurs erreurs. C'est un trait de famille que j'espère que vous et Ethan améliorerez dans la prochaine génération. Elle a sorti de sa pochette une petite boîte en velours. Je vous ai apporté quelque chose. Une sorte d'offrande de paix. J'ai accepté la boîte avec prudence et l'ai ouverte pour y trouver une paire de boucles d'oreilles en diamant et saphir qui avaient clairement un âge et une histoire significatifs. Celle-ci appartenait à l'arrière-grand-mère d'Ethan, a expliqué Victoria. Elle était la fille d'un ouvrier d'usine qui a épousé un membre de la famille Blackwood contre une opposition considérable. Elle a ensuite sauvé l'entreprise familiale pendant la dépression grâce à sa pure détermination et à un sens des affaires que son mari n'avait pas. Les parallèles étaient évidents, et j'ai été touché à la fois par le geste et sa signification symbolique. Elles sont magnifiques, ai-je dit sincèrement. Merci de partager cette histoire avec moi. Peut-être envisageriez-vous de les porter aujourd'hui. Quelque chose de vieux et quelque chose de bleu, comme on dit. J'ai hoché la tête, enlevant mes boucles d'oreilles en perles et laissant Victoria m'aider à mettre celle en saphir. C'était un petit moment de connexion, un pont fragile à travers le gouffre qui nous avait séparés. Ethan vous aime profondément, a-t-elle dit en reculant pour me regarder. Cela aurait dû me suffire dès le début. J'espère que vous pourrez me pardonner mon incapacité à le voir. Je pense que nous avons toutes les deux appris quelque chose sur les suppositions et les apparences, ai-je répondu. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller de l'avant. Elle a hoché la tête, se reprenant avec un effort visible. Eh bien, je devrais rejoindre Richard. Votre père sera bientôt là pour vous accompagner à l'hôtel. À la porte, elle a fait une pause. Bienvenue dans la famille, Sophia. Vraiment. Après son départ, j'ai étudié mon reflet dans le miroir, les boucles d'oreilles en saphir captant la lumière lorsque je tournais la tête. Elle représentait quelque chose d'important, une reconnaissance que je n'épousais pas seulement Ethan, mais que je rejoignais une lignée de femmes fortes qui avaient façonné le destin des Blackwood à leur manière. Mon père est arrivé quelques minutes plus tard, les yeux s'embrumant en me voyant. Ma brillante fille, a-t-il dit, m'embrassant prudemment pour ne pas déranger ma robe. Prête à commencer ce nouveau chapitre? Plus que prête, les jeux assurés. La cérémonie fut tout ce que j'avais espéré, intime, malgré les 200 invités présents. Quand Ethan m'a vu descendre l'allée, l'amour brillant dans ses yeux a fait disparaître tout le reste, tout le stress et le conflit de la semaine passée s'évanouissant face à ce qui comptait vraiment. Nos vœux étaient traditionnels mais prononcés avec une profondeur de sens qui a ému beaucoup de gens jusqu'aux larmes, y compris, étonnamment, Victoria. À la réception, j'ai remarqué des changements subtils dans la manière dont la famille et les amis des Blackwood interagissaient avec moi. La condescendance avait disparu, remplacée par un intérêt et un respect sincères. Richard m'a présenté à ses associés avec fierté, soulignant ma réussite entrepreneuriale. Victoria a tenu à me placer à côté de sa plus vieille amie, une juge fédérale dont l'approbation lui importait clairement. Ethan l'a remarqué aussi. Incroyable ce que 9 millions de dollars peuvent faire pour le statut social, m'a-t-il murmuré à l'oreille alors que nous partagions notre première danse. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je répondu. C'est une question de se défendre et d'exiger le respect. Peut-être un peu des deux, a-t-il reconnu avec un sourire. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais été aussi fier de t'appeler ma femme. Notre lune de miel dans les îles grecques fut une évasion bienheureuse des dynamiques familiales et des négociations prénuptiales. Pendant 2 semaines, nous étions simplement Ethan et Sophia, 2 personnes amoureuses, explorant des villages blanchis à la chaux et des eaux bleues cristallines. Nous avons parlé de l'avenir, de la construction de notre vie ensemble en tant que véritables partenaires, et des limites que nous maintiendrions avec nos 2 familles à l'avenir. 6 mois plus tard, ces conversations ont été mises à l'épreuve lorsque Victoria a commencé à laisser entendre qu'une tradition familiale des Blackwood était les dîners du dimanche et qu'elle s'attendait à ce que nous y assistions chaque semaine. Une fois par mois, a rétorqué fermement Ethan lorsque nous en avons discuté en privé. Nous avons besoin de nos propres traditions et de temps ensemble. J'étais d'accord. Et à ma surprise, Victoria a accepté cette limite avec une résistance minimale, reconnaissant peut-être que la nouvelle dynamique entre nous était plus saine pour tout le monde. Richard a montré son respect évolutif de manière plus pratique. Il m'a invité à le consulter sur une mise à niveau technologique pour le cabinet d'avocat familial et a réellement écouté mes recommandations. Lorsque mon entreprise a obtenu un contrat majeur avec le système scolaire public de Chicago, il a envoyé une note de félicitations à la fois professionnelle et chaleureuse. Plus significativement, Ethan et moi avons établi notre propre rythme de vie, indépendamment des attentes des Blackwood.
Nous avons acheté une maison que nous avons choisie ensemble dans un quartier que nous aimions tous les deux, en utilisant une combinaison de nos ressources. Nous avons pris les décisions financières en équipe, chacun apportant son expertise, sans que l'un ne domine l'autre. Le contrat prénuptial qui avait causé tant de troubles est resté enfermé dans un coffre-fort, espérons-le pour ne jamais en avoir besoin. Sa véritable valeur avait résidé dans le processus de sa création, en établissant que notre mariage serait un partenariat d'égaux, quel que soit le nom de famille ou la valeur nette. En repensant à cette semaine tumultueuse avant notre mariage, je suis reconnaissante de la crise qui nous a forcés à affronter des problèmes qui auraient pu autrement couver sous la surface pendant des années. Ces 3 jours de conflits et de révélations ont renforcé nos fondations d'une manière que la navigation en eau calme n'aurait jamais pu le faire. J'ai appris que cacher des parties de soi, même avec les meilleures intentions, peut créer plus de problèmes que cela n'en résout. Ethan a appris à tenir tête à la pression familiale lorsqu'elle menaçait ce qui comptait vraiment pour lui. Ensemble, nous avons découvert que le véritable partenariat exige à la fois de la vulnérabilité et de la force, le courage de révéler tout son être et la force de se battre pour la relation que l'on veut construire. Pour les Blackwood, la richesse avait toujours été une question de pouvoir et de statut, des outils pour contrôler les autres et maintenir leur position. Ils ont d'abord vu mon manque de richesse perçu comme une déficience à gérer. Lorsqu'ils ont découvert ma réalité financière, ils ont été contraints de réévaluer non seulement leur jugement sur moi, mais aussi toute leur approche des relations familiales. Pour moi, la richesse avait toujours été une question d'indépendance et d'opportunité, pas de pouvoir sur les autres. Cette différence fondamentale de perspective continue de façonner ma relation avec mes beaux-parents, créant parfois des tensions, mais menant souvent à des conversations significatives sur les valeurs et les priorités. Le mariage, ai-je découvert, n'est pas seulement l'union de 2 personnes, mais l'intersection de 2 philosophies de vie, 2 approches de tout, de l'argent à la famille en passant par les ambitions de carrière. Trouver l'harmonie exige une communication constante, un respect mutuel et la volonté de rester ferme sur les principes fondamentaux tout en faisant des compromis sur des questions de moindre importance. Face à cet ultimatum prénuptial 3 jours avant mon mariage, j'aurais pu simplement signer le document pour éviter le conflit. J'aurais pu partir, en colère et blessé. Au lieu de cela, j'ai choisi le chemin plus difficile de la confrontation et de la vérité, non seulement sur ma situation financière, mais sur le type de mariage et de relation familiale que j'étais prête à accepter. Ce choix a donné le ton à notre mariage et à ma place au sein de la famille Blackwood, non pas comme une étrangère à gérer, mais comme une contributrice égale à respecter. C'est un choix que je referai sans hésiter. Avez-vous déjà dû tenir tête à des gens qui vous sous-estimaient? Avez-vous révélé votre vraie valeur et effacé ces sourires narquois de leur visage? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de renversement de situation face à ceux qui vous ont mal jugé a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires de triomphe et de transformation, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour se défendre. Merci de m'avoir rejoint dans cette aventure. Et rappelez-vous, parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de refuser d'être moins que qui vous êtes vraiment.